Merci beaucoup. C'est commencé. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde à cette réunion du comité plénier, mardi le 16 février 2021. Merci pour tous ceux qui sont présents et merci aux membres du conseil. Pour s'assurer de la présence des élus, je vais appeler à tour de rôle les membres du conseil pour exprimer leur présence, oui ou non. Alors, M. Tsourunakis. Alors, M. Tsourunakis n'est pas présent pour le moment. M. Bogue. Oui, présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Oui, présent. M. Paquet. Présent. Et M. Campbell. Présent. Alors, nous avons le quorum. À l'item numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin de quelqu'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Beau, tous en faveur? Personne contre, donc adopté. Déclaration de conflit d'intérêt. J'en entends aucune, alors aucune déclaration de conflit d'intérêt. Item numéro 4, présentation. La présentation est au sujet de la revitalisation du centre-ville et nous avons avec nous aujourd'hui Messieurs Jean Sirois, Bruno Lecault et Madame Caroline Arcan qui nous feront une présentation au sujet du centre-ville. Alors, bienvenue à cette réunion du comité plénier et je vous laisse la parole. Merci, Madame Astley. Je vais donc initier la présentation qui sera suivie par M. Lecault dans un deuxième temps et par Mme Arcan dans un troisième temps. Je voulais juste m'assurer avec Mme Lontin qu'on est en mesure de mettre à l'écran le document Vivre Hawkesbury, que les gens puissent avoir une référence à ce moment-là de l'information que je vous partage. Oui, est-ce que vous voyez mon écran? Il y a un petit délai en ce qui me concerne là, entre ce qui apparaît à l'écran et les communications. Fait que là, je suis en attente que ça apparaisse. Là. Ah. Maintenant, est-ce que les autres conseillers, vous pouvez me confirmer si vous voyez la présentation? Oui. Dès que ça va apparaître, je vous le laisse savoir dans mon cas. Oui. Je le vois. Oui. Ah, ça vient d'apparaître aussi, moi aussi. Oui, pour moi aussi. Bon, ben super. Donc, je vous fais un bref résumé de ce qu'on retrouve en fait dans le rapport. Il faut mentionner que ça fait déjà 1 an que je suis à évaluer les améliorations possibles au niveau de certains espaces urbains. Si on veut passer à la page suivante, Madame Lontin. J'assume que, OK, bon, ça vient d'apparaître. On va passer à la page suivante encore une fois. La page rappel du mandat ou? On va aller à celle-ci, effectivement. Merci. Donc, juste pour vous remettre dans le portrait, on regarde dans le rappel du mandat ce qui était proposé à l'intérieur du mandat à évaluer, à planifier. Il y avait évidemment tout l'aspect centre-ville, l'aspect de la ferme urbaine, le couvert forestier, donc d'amener du verdissement au sein de la ville. Et la page a changé. Si on peut juste revenir sur la page précédente. Oui, c'est bon. Je m'excuse parce que moi, il y a un délai d'à peu près de secondes. Là. OK. Il y a évidemment une collaboration à identifier comment on peut développer l'île du Chenail et au niveau des lagunes, qu'est-ce qui peut être envisagé éventuellement sur ces terrains-là. Donc, pour les points A, B, C, D et E, c'est ce qu'on appelle l'espace urbain. Et pour traiter ou discuter et analyser ces dossiers-là,
il y a sur pied une équipe qu'on appelle Vive Roxbury. Vive Roxbury sont une quinzaine de personnes qui, depuis près d'un an, ou depuis un an, en fait, là, on a regardé, en fait, l'ensemble des dossiers et pour en arriver à ce que je vous présente aujourd'hui avec des recommandations. Donc, du point A au point E, il y a 15 membres qui forment une équipe Vive Roxbury. Et on a au point F, Laboratoire vivant d'innovation. Ça, c'est une autre équipe de 15 autres personnes qui, eux, se penchent depuis à peu près 6 mois à revoir les défis de développement de la ville et d'identifier et de proposer des pistes de solutions pour permettre à la ville, justement, une prospérité là, pour les mois et les années à venir à ce moment-ci. Donc, je voulais juste vous faire un portrait qui existe, l'équipe Vive Roxbury, qui regarde les espaces urbains, les espaces publics, et il y a le laboratoire d'innovation, qui est une deuxième équipe qui, elle, fait des analyses et va éventuellement vous faire des recommandations. On va passer à la page suivante. Je ne veux pas aller en détail, mais beaucoup plus vous donner un portrait un petit peu de ce qui a été fait et d'où on justifie effectivement quelques recommandations à faire pour les mois et les années à venir, justement. Donc, je vais juste attendre que ça puisse apparaître à l'écran dans mon cas. Parfait, ça vient d'apparaître. Je vais aller au point 4 ici. Dans le document qui est en fait, je pense, reconnu par le conseil d'administration, je pense, là, je ne sais pas quelle est la situation de ce dossier ici, mais il y a eu dans les années passées une planification stratégique Horizon 2020-2030 qui a été produite par l'administration. Et à l'intérieur, il y a ici, et j'ai résumé un petit peu là, les éléments que la municipalité voulait mettre de l'avant au cours des prochaines années, ou du moins les objectifs qu'elle voulait atteindre dans son développement pour les prochaines années, dont entre autres contrer l'exode des jeunes, accueillir de nouvelles populations à la recherche d'un milieu de vie inclusif et mobilisé. On parle d'une population là, de 25-45 ans qu'on aimerait ramener parce que selon le Dr Arnold, qui fait partie du laboratoire d'innovation, on a une population qui est nettement plus âgée que la moyenne provinciale. Donc, il faut, puis ça, on n'est pas ceux qui l'ont recommandé, mais c'est ce que les rapports mentionnaient, il faut tenter de ramener une clientèle plus jeune et donc d'aménager l'espace en ville pour favoriser l'arrivée de jeunes familles, justement. Ensuite, on passe au point C, de prévoir des aménagements urbains adaptés aux nouveaux modes de vie. Vous allez en avoir des exemples tout à l'heure. Valoriser la qualité de l'environnement et un cadre paysager esthétique. On a l'avantage ici d'être sur une bordure riveraine, sur le bord de la rivière, avec une île en plus. On a vraiment des avantages qui sont en place, mais effectivement, il faut éventuellement arriver à les exploiter, ces avantages-là. Et encourager une croissance économique s'appuyant sur le savoir-faire industriel et sociaux. Donc, on va aller à la page suivante, si vous me permettez. J'en ai pour un autre 2-3 minutes, là, ça ne sera pas tellement long, mais je voulais juste vous mettre le portrait un petit peu des analyses qui ont été faites suite aux études, parce qu'on a travaillé avec plusieurs études, mais pas juste au niveau des études, mais au niveau des tendances aussi, au niveau national, international, à savoir les villes qui sont en train de se revitaliser, comment ils procèdent, quelles sont les stratégies, et dans le cadre des rencontres d'équipe, on a fait ces réflexions-là pour arriver éventuellement à faire des recommandations de ce qu'on propose au niveau du centre-ville. Ça, vous voyez ici, à ce moment-là, la liste des organisations qui font partie du comité des espaces urbains de Vive Roxbury. Donc, vous voyez qui est représenté au sein de l'équipe. Fait qu'on a vraiment des réflexions qui nous viennent de tout point de vue, que ce soit au niveau urbanisme, au niveau Bois-DS, au niveau des comtés unis, ou du conseil scolaire. On a une représentation qui est vraiment globale et qui nous permet d'avoir des réflexions beaucoup plus approfondies à ce moment-là, que si c'était juste une petite équipe d'une ou deux personnes. On a voulu vraiment rassembler des gens qui ont différents points de vue pour être capable justement d'amener des propositions qui sont logiques et cohérentes. On peut passer donc à la page suivante. Je
m'excuse, je ne sais pas si je suis le seul qui a un délai. Je trouve ça un petit peu gênant. La page est 7, priorité centre-ville, recommandation des études. Bon, OK. Moi, ça vient d'apparaître. Merci. La réflexion a été faite en début de mandat. Il faut comprendre que le début du mandat, il y a un an passé, concorde aussi en grande partie avec l'arrivée de la pandémie, évidemment. Le contexte a fait que dans tous les dossiers qui se devaient d'être analysés, sur lesquels on devait se pencher pour amener des propositions d'amélioration ou de développement, on a retenu qu'il fallait s'attarder d'abord et avant tout au centre-ville. La bonne raison pour laquelle on a priorisé le centre-ville, il faut identifier que ce soit sur l'île du Chenail où il y a peu d'aménagement présentement, que ce soit au niveau de la ferme urbaine qui est un projet, que ce soit au niveau du verdissement, ces espaces urbains-là n'ont pas grand-chose à perdre parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'acquise pour l'instant. Cependant, le centre-ville, mais c'est des commerçants, c'est des commerces, c'est des gens qui y vivent. Cette situation-là devient de plus en plus critique. Et on a jugé bon de prioriser des améliorations dans ce quartier-là de la ville, reconnaissant qu'on était en train de perdre des commerçants. Et la situation était déjà présente avant la COVID, mais la COVID a accéléré certaines situations. Donc, on est en train de perdre des commerçants, on est en train de perdre des revenus au niveau de la municipalité. Et la situation présente, compte tenu du nombre assez élevé de locaux qui sont disponibles, ne donne pas le goût à de nouveaux commerces de s'installer nécessairement au centre-ville. Il se crée une espèce de tourbillon où, à un moment donné, il faut que quelqu'un intervienne pour régénérer cet espace-là et donner le goût de dire, écoutez, on est en train de rebâtir ce secteur-là, revenez au centre-ville, les citoyens, revenez au centre-ville, on est en train de vous créer un espace, le centre-ville va redevenir une destination. Et c'est la principale raison pour laquelle on a décidé que toutes les propositions qu'on allait apporter allaient être basées par rapport au centre-ville, reconnaissant qu'ils étaient particulièrement affectés et ça affectait autant l'image de la ville, autant l'économie de la ville. Donc, il y avait lieu de prioriser, de travailler sur ce secteur-là. Ceci dit, on va aller donc à la page suivante. Donc, écoutez, je vais prendre l'avance parce que par le temps que ça va apparaître sur mon écran. Ceci dit, dans les études qui ont été faites, on a deux études tout particulièrement par rapport au centre-ville qu'on a en main, qu'on a pu analyser. Dans les deux cas, je vais vous faire part de 5 ou 6 recommandations qui vont améliorer dans l'immédiat le centre-ville. Et l'idée, c'est de créer la vision qui est proposée pour le centre-ville, c'est de créer ce qu'on appelle un écoquartier ou un concept similaire à un écoquartier. Le concept d'un écoquartier, c'est d'avoir une densité de population passablement élevée dans un quartier. Donc, vous pouvez juste vous imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au centre-ville. Donc, il y a une augmentation du logement, il y a une augmentation de résidences qui pourraient se greffer autour du centre-ville. Et le principe d'un écoquartier, c'est que les gens qui vivent au centre-ville vivent dans le quartier. Donc, ces gens-là, en sortant de chez eux, ont accès aux services au centre-ville, aux services essentiels. Et ces gens-là sont capables, à pied, de vivre au centre-ville. Donc, une famille moyenne pourrait facilement, à ce moment-là, avoir pied à terre au centre-ville, être capable d'aller faire ses courses sur la rue principale ou à proximité, d'être capable d'aller dans un parc pratiquer une activité, d'aller prendre un café sur une terrasse. En fait, le centre-ville devient un lieu où tout peut se passer pour les gens qui vivent. Évidemment, en étant nous autres une municipalité d'environ 10 000 habitants, toute la population va en profiter, mais le principe à générer autour du centre-ville, c'est vraiment un principe d'écoquartier où on pourrait augmenter effectivement le nombre de logements ou le nombre de résidents qui pourraient habiter l'endroit, augmenter le nombre d'espaces communautaires où les gens peuvent se rassembler, se retrouver, rediriger par des corridors actifs, des corridors de vélo, les gens à aller au centre-ville. Les tendances au niveau international, il y a même des villes qui ferment la rue principale, ils mettent du gazon au lieu de l'asphalte et créent un espace de parc et de rencontre. Et le centre-ville devient une espèce de
de grands lieux de rencontre. Je ne propose pas, et l'équipe ne propose pas d'aller dans cette direction-là, mais c'est juste pour dire que la tendance, c'est vraiment de créer des espaces de vie au centre-ville où les gens se rassemblent et que même si les commerces sont fermés, il y a encore de la vie qui existe au centre-ville, ça devient encore une référence. Donc, ceci dit, il y a quelques projets qui ont été identifiés qui correspondent à ces besoins-là. Et vous avez évidemment dans les projets 2020-2021 et dans les pages suivantes, des projets qui viennent renforcer cette vision-là de créer une espèce d'éco-quartier au centre-ville. Et ils sont tous évidemment, c'est tous des projets qui ont été identifiés dans le cadre de plusieurs des études avec lesquelles on a travaillé. Brièvement, donc, on voit au niveau des placettes. Les placettes est un endroit où les gens se rassemblent au centre-ville. Les placettes, c'est des espaces de stationnement sur la rue principale qui sont récupérés pour créer des bancs, des espaces verts, des arbustes et qui devient comme un mini-parc où les gens peuvent se rassembler, jaser entre eux, prendre un café. Donc ça fait partie. Et vous voyez qu'il y a des vélos parce que actuellement, le centre-ville n'est à peu près pas accessible en vélo, n'a pas de station pour stationner les vélos. Et le concept d'éco-quartier, c'est d'encourager le déplacement actif, donc la marche, le vélo et tout ça. Le centre-ville deviendrait à ce moment-là une référence où on pourrait facilement, et tout convergerait pour nous emmener de façon sécuritaire vers le centre-ville, autant à pied qu'en vélo. Et ça, il faudrait renforcer cet élément-là pour ce qui est du vélo, parce qu'actuellement, c'est pas accessible. Espace éphémère. L'espace éphémère, c'est un projet qui, en principe, devrait voir le jour cet été. Donc, on propose d'accaparer tout l'espace de stationnement en face de la plaza au 179, là où est situé le Pizza. Et on crée pendant 4-5 mois un endroit où les gens peuvent se retrouver. Se retrouver, évidemment, dans un contexte des conditions sanitaires, ça va de soi, mais nous avons produit un plan qui tient compte justement de l'espace, la distanciation sur le site. Donc, à l'intérieur de cet espace-là, qui serait clôturé par des bacs de fleurs, par des bancs, il y aurait une section de table de pique-nique où les gens pourraient se rassembler pour, ça peut être prendre une bouchée, mais ça peut être aussi de juste faire des jeux sociaux. Il y a une section qui serait plus une section genre atelier, cours, divertissement culturel, qui serait un peu sous une forme d'amphithéâtre, là, où il y aurait des sièges ou des bûches qu'on utiliserait probablement comme sièges, qui seraient dispersés un petit peu partout. Puis s'il y a un musicien ou si quelqu'un veut donner une formation sur l'horticulture ou si quelqu'un veut présenter son entreprise puis des projets de son entreprise, ça pourrait se faire là aussi. Il y aurait une section qui serait une section plus pour enfants, avec possiblement des jeux peinturés au sol, que ce soit un jeu de marelle peinturé au sol, que ce soit un jeu d'échelle et serpent. Donc, l'endroit, l'espace éphémère, devient un lieu où toute la famille peut se rassembler et emmener justement de la vie au centre-ville. Il faut avoir une présence de gens pour que les commerces et les commerçants aient le goût de revenir au centre-ville et que le centre-ville redevienne une destination. Donc, c'est un peu l'image qu'on amène par rapport aux études qui ont été faites et ça fait partie justement des projets que l'on propose. Je n'irai pas à travers tous les autres projets parce que je vais accaparer trop de temps, mais ça vous donne un aperçu un peu de d'où on vient, d'où la réflexion s'est faite et ce que l'on propose comme amélioration, évidemment, pour revitaliser ce secteur-là. Il est évident que ce secteur-là est connecté aussi avec l'île du Chenal, puis on aimerait beaucoup être capable d'identifier des premiers projets au niveau de l'île du Chenal. On reconnaît aussi que financièrement, il faut prioriser, mais ça fait partie de notre réflexion, à savoir comment on peut connecter autant l'île du Chenal, évidemment, avec le centre-ville. Sans nécessairement aller plus loin, parce que le document, je pense que vous l'aviez peut-être déjà eu en main, je pense à l'automne passé, mais à ce point-ci, je vais permettre à mes collègues de juste pouvoir partager leur point de vue par rapport au dossier, au projet, et pour pouvoir clôturer avec Mme Arquin tout à l'heure. Fait que ceci dit, je vais permettre à M. Lecault de pouvoir enchaîner à ce moment-là. Merci. Alors, Jean, c'est à mon tour? Oui, je te laisse la parole, Bruno. OK. Alors, Madame la mairesse, membre du conseil municipal, j'ai eu l'opportunité de me joindre avec Jean et Caroline pour discuter puis échanger sur le plan
de la renaissance de notre ville de Hawkesbury. Hawkesbury se doit de faire peau neuve. Hawkesbury se doit de connaître un second début. Puis Hawkesbury possède la toile de fond pour renaître. Alors, j'ai pris quelques instants pour écrire une allocution. C'est un genre de réflexion. Ce n'est pas un poème, ce n'est pas une composition, mais j'ai pris le temps de choisir des mots puis un certain vocabulaire pour être capable de faire lumière sur notre ville de Hawkesbury, pour lui dire qu'elle mérite tout notre appui et toute notre reconnaissance pour s'embellir et renaître à nouveau. Alors, j'invite les membres du Conseil à être attentifs à ma lecture. Je déplore le fait que je ne suis pas dans une présence physique et gestuelle pour être capable de vous faire la lecture du texte, mais je fais essayer à mon grand possible de faire le mieux puis de vous attirer avec les propos que je vous propose. Je vous demande donc à peu près un 4 à 5 minutes pour faire la lecture de mon texte. J'ai été privilégié de parcourir une partie du globe, visiter de grandes capitales, des lieux historiques, des sites enchanteurs. J'ai vu des villes à petite et grande échelle et des hameaux qui attiraient des foules avec leurs attraits touristiques, leurs spectacles, leurs musées, leurs monuments. Fasciné par ce que je voyais, je rêvais d'apporter ces trésors de voyage chez nous à Hawkesbury. Malgré tout, j'étais toujours fier de poser mes valises et de revenir chez moi à Hawkesbury. Mon allocution a pour but de vous faire part combien j'aime ma ville et combien j'en suis fier. Nous avons chez nous un accueil, un charme et une chaleur. Il s'agit d'exploiter nos richesses et nos valeurs. Hawkesbury m'a vu naître, jouer, grandir, travailler et vivre dans ses quartiers. Hawkesbury est une ville avantagée de par sa géographie. Elle se baigne dans la rivière des Outaouais, se situe au pied des Laurentides. C'est le plus important relais entre Montréal et Ottawa, en plus d'être une plaque tournante dans un bassin de 50 000 habitants. Hawkesbury, de par ses artères, est la porte du Nord. Il faut continuer d'embellir notre ville, lui redonner ses lettres de noblesse, redorer son blason d'autrefois, quand tout tourbillonnait avec ses commerces et son va-et-vient continuel. Notre ville a encore tout pour plaire. Elle est une éminente municipalité avec ses multiples services en santé, éducation, commerce, loisirs, juridiques, financiers, industriels et résidentiels. Hawkesbury est une oasis dans ce vaste territoire mercantile. Redonnons la chance à Hawkesbury de redevenir une ville accrocheuse et continuer de plaire à ses nombreux visiteurs qui sillonnent à tous les jours les avenues qui traversent son territoire. Cette manne touristique qui circule doit s'arrêter pour bouffer, acheter et éprouver le désir de s'y établir. Retapons les entrées de ville, illuminons nos lieux publics, revampons notre centre-ville, donnons un second début à cette plaza de jadis avec boutiques, commerces, magasins, marchés, salons et autres. Affichons nos disponibilités d'accueil pour de nouvelles industries dans notre parc industriel et se joindre à celles déjà existantes. Par le truchement et le biais des journaux et réseaux sociaux, vendons-nous, soyons attirants et sollicitons les nouvelles générations à venir vivre et réussir chez nous. Investissons-nous, impliquons-nous, militons ensemble pour faire rayonner notre ville sur tous les plans humains, culturels et sociaux. Encourageons la création de nouveaux espaces viables, capables de répondre à nos besoins de société et continuer de se donner une qualité de vie. J'endosserai toujours ma ville et je serai toujours fier d'en être un ambassadeur parce que je sais d'où je viens et qui je suis. Merci à mes parents
et merci à Maurice Roson. Fin de mon allocution pour mon amour pour Hawkesbury. Merci beaucoup, M. Lecourt. C'est bien apprécié. J'imagine qu'à ce moment-ci, vous voulez laisser la parole à Mme Marquand ou M. Sirois, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non, moi, j'ai complété. Donc, dans l'ordre de nos présentations, je pense qu'on pourrait permettre à Mme Arcan de venir partager aussi sa vision. Oui, merci beaucoup, Jean. Puis Bruno, quel beau message. C'est difficile, je pense, d'attirer l'attention des gens plus que toi avec cette belle allocution-là. Merci, Bruno. Merci, Caro. Bienvenue. Puis moi aussi, hein, à chacun de vous, là, je trouve ça dommage qu'on puisse pas se rencontrer en personne puis se voir dans le blanc des yeux, mais on s'organise avec notre technologie. Je pense qu'on reconnaît tous, là, à la lumière de ce que Jean et Bruno viennent de mentionner, qu'il faut offrir des opportunités aux citoyens. Des opportunités de prendre part à des activités rassembleuses pour que les gens s'approprient vraiment leur ville. Puis il faut rehausser aussi la réputation de la ville d'Hawkesbury. On le sait, ce n'est pas un secret. Puis il faut la mettre en valeur comme étant un quartier commercial qui est diversifié, qui est vibrant, et c'est possible de le faire. Puis ce qu'on pense aussi, c'est qu'il faut prioriser les espaces verts au béton, maintenant plus que jamais, parce que les gens recherchent de tels endroits pour être dehors, pour jouer dehors, pour vivre en santé, respirer l'air pur. Puis, c'est ce que le projet Vive Hawkesbury vise à faire. C'est vraiment de dynamiser, revitaliser et puis verdir la ville. Ce projet-là, comme Jean l'a mentionné, se construit avec la participation de plein de citoyens, des acteurs économiques communautaires d'Hawkesbury. Puis c'est un projet qui est très ambitieux, mais qui est porteur de changement. Puis je pense qu'à ce moment-ci, on s'entend pour dire que le statu quo n'est pas acceptable. Il faut apporter du changement. Les membres du conseil de ville, vous savez aussi qu'il y a des partenaires comme le Centre de services à l'emploi qui se sont engagés pour soutenir financièrement, puis en temps aussi, ce plan d'action-là. Et puis, le Centre de services à l'emploi, on a versé 15 000 $ cette année. On s'est aussi engagé à verser le même montant pour l'an prochain pour permettre l'actualisation, la poursuite de ce beau plan-là qu'est Vivre Hawkesbury. Moi, je voulais vous parler ce matin parce que ce que j'espérais avoir de vous, c'est votre buy-in. Puis excusez-moi pour le terme anglais, là, mais vous savez ce que ça veut dire avoir le buy-in. On reconnaît que c'est actuellement très difficile pour la ville de s'engager financièrement pour toutes les raisons que vous connaissez même mieux que moi. Mais pour moi, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas au niveau des finances. Il y a des bailleurs de fonds qui existent. On peut aller chercher des subventions left and right. On le fait au centre. Vous êtes capable aussi à la ville d'aller faire ça. L'enjeu pour moi, c'est surtout l'engagement. Alors, le défi que je souhaitais lancer aujourd'hui, c'est l'expression collective de la part du conseil de ville qui s'engage à supporter moralement les efforts et les idées qui ont été partagées ce matin dans le compte-rendu de Jean Sirois. Alors là, vous voyez à l'écran un texte entre guillemets. Moi, le défi que je vous lance, c'est que dans votre procès verbal de ce matin, dans vos minutes, qui est, je pense pas qu'on peut appeler ça une résolution, là, parce que c'est pas forcément un vote, mais j'appelle ça un engagement. Alors, est-ce que le conseil serait prêt à mettre sur papier un tel engagement? Est-ce qu'un énoncé à cet effet pourrait être inscrit, justement, dans vos minutes, pour en faire un item à revoir de façon régulière pour que le conseil maintienne son intérêt à ce projet-là et se donne le devoir d'en devenir
un ambassadeur. Alors, moi, ce que je proposais, c'est que le conseil puisse avoir décrit sur papier ce petit texte-là qui dit « Le conseil exprime sans équivoque le besoin de dynamiser, revitaliser et verdir la ville. Pour cette raison, le conseil s'engage à soutenir moralement les initiatives proposées à ces fins, telles que présentées dans le plan d'action Vivre Hawkesbury. » Alors écoutez, ça peut être formulé d'une autre façon, mais je vous donne une piste parce que pour nous, en tant que collaborateurs financiers, on ne veut pas mettre un 15 000 cette année, puis un autre 15 000 l'an prochain, puis peut-être d'autres investissements dans les années à suivre, parce que c'est un projet qui est ambitieux. Ça ne se réalisera pas dans l'espace de 12 mois. Pour nous, c'est important de savoir que le conseil actuel, en tous les cas, vous qui êtes là, présent ce matin, puis j'espère que M. Tournakis est là aussi. Donc, on a besoin de savoir que vous êtes derrière le projet, puis que vous êtes un appuyeur puis un ambassadeur de ce projet-là. Alors, le défi est lancé. Et puis, c'est tout pour moi, Mme Ashley. Merci beaucoup de m'avoir permis de prendre parole ce matin. Alors, j'aimerais représenter tous ceux qui ont fait partie de cette présentation-là. Et je peux comprendre votre souci de continuer à faire du travail qui va probablement pas se réaliser à moins qu'il y ait un engagement moral, si on veut, du conseil. Moi, à ce moment-ci, avant d'aller juste un petit peu plus loin, j'aimerais vraiment laisser la parole aux membres du conseil qui auraient des questions à vous poser. Puis après ça, on pourrait peut-être formuler quelque chose, mais je pense que c'est important avant que chacun des membres du conseil à tour de rôle ait la chance de peut-être donner ses commentaires sur ce plan-là. Alors, je peux peut-être laisser la parole. Qui voudrait adresser la parole le premier? M. Paquette. Merci beaucoup, M. Paquette. Allez-y d'avant. Oui, merci, Mme Lareine. Merci, M. Lecault, M. Sirois, Mme Arcan. C'est des très beaux projets. C'est quelque chose que sûrement que la Ville, on peut faire quelque chose pour y participer. J'ai juste des petites inquiétudes, puis dites pas que je suis négatif parce que c'est pas vrai, j'ai juste des petites inquiétudes. Au niveau du projet éphémère, je pense que c'est dans le stationnement de où ce qui est Pisa. Vous avez mentionné, M. Sirois, que vous allez prendre les stationnements. La seule inquiétude que j'ai, puis j'ai vu votre idée un peu de même, là, ça a passé sur un courriel à un moment donné, puis c'est quelque chose de bien. Je n'ai pas d'objection à ça personnellement. C'est juste que si on enlève des stationnements, ça rentre-tu à l'encontre du règlement sur les stationnements pour les commerces? Parce qu'on sait tous qu'il y a un règlement qui dit que pour tant d'espace ou de location, il y a un règlement, on peut dire non si vous voulez, M. Baud, mais il est là, que ça prend tant de stationnement. Si on va à l'encontre de ça, il faut changer, faire une recommandation pour aller là, un peu comme qu'on a fait avec le Ultramar sur la rue McGill. Il n'y avait pas vraiment assez de stationnement, mais vu que c'est des pompes, là, normalement, le client qui rentre dans le dépanneur, bien, il est déjà stationné aux pompes. Donc, c'est juste une différence. Mais pour le reste, je n'ai aucune inquiétude. Puis, je ne suis pas négatif quand je dis ça. C'est juste qu'il ne faudrait pas que quelqu'un s'engage à mettre des sous dans ça, puis après ça, est obligé de le défaire parce que le règlement ne le permet pas à cause du montant de stationnement. C'est tout ce que je dis, là. Merci, M. Paquette. Je pense que vous avez soulevé un très bon point dans le sens que je pense qu'il faut prévoir pour le stationnement pour les locaux. Et aussi, c'est que cet espace-là, quand on parle d'espace éphémère, ça veut dire que c'est un espace qui n'est pas là de façon permanente. Donc, elle est seulement là pour la période d'été et ça serait possiblement une exception à la règle
où on prévoit que le stationnement soit peut-être ailleurs, mais il faut s'assurer que les commerçants aient du stationnement soit autour ou en arrière. Alors, c'est certain que la permission de chacun des locataires qui sont là doivent être obtenus et pour s'assurer que ces gens-là aient du stationnement. Je vous remercie, vous avez soulevé un très bon point. Monsieur Lefebvre, vous aviez, vous vouliez apporter des commentaires, allez-y. Oui, merci, Mme le maire. Et bonjour et merci, M. Serrois, Mme Arcan, M. Lecault, pour la présentation et l'ouvrage que vous avez fait. C'est que les membres du comité vivent de Hawkesbury. Juste une couple de questions. Oui, je suis entièrement d'accord avec M. Paquette de supporter et endosser le projet. Il y a certains projets dans la proposition que je dois, j'ai plus de questions dessus. Une de mes questions que j'aimerais peut-être adresser, est-ce que cette présentation-là où le rapport a été circulé aux membres de la COMZAC pour obtenir leur opinion en ce qui concerne les projets qui sont proposés, parce que bien entendu, ça va les toucher. Et deuxièmement, comme j'ai mentionné, j'ai aucun problème. Je sais que le COMZAC a un budget limité et ils vont chercher de les membres environ 47 000 par année et tous ces items-là ne peuvent pas être financés. Puis j'ai aucun problème que la ville s'implique à niveau financièrement parce que les gens qui se trouvent membres de COMZAC sont aussi des payeurs de taxes, des gros payeurs de taxes de la ville de Hawkesbury. Alors, j'ai aucune objection de venir en aide financièrement. Mais j'aimerais ça savoir aussi comment que le rapport comme tel a été circulé entre les membres de COMZAC et s'ils ont été consultés ou qu'ils ont donné leur opinion si le rapport a été déjà circulé au préalable. Merci. Oui, ben merci M. Lefebvre pour la précision. Puis je voulais juste aussi partager mon point de vue par rapport à votre question, M. Paquette, que je trouve très pertinente parce qu'effectivement, elle n'avait pas été envisagée au niveau des espaces de stationnement qui doivent être alloués par commerce. Donc, on va faire la vérification. Il va de soi cependant que pour ce qui est de l'utilisation de cet espace-là, tout ça est fait avec l'approbation et du propriétaire et des commerçants sur le site. Et c'est grâce à leur appui et leur rôle dans ce dossier-là qu'on est capable de proposer cet aménagement-là pour et la prochaine année, mais on souhaite pour plusieurs années, évidemment, parce qu'on pense que ça risque d'être le talk of the town en bon français, là, comme référence, là, et qu'on va ramener vraiment les gens, et que c'est une initiative parmi tant d'autres qui vont ramener les gens au centre-ville. Pour revenir à votre question, M. Lefebvre, il va de soi que la COMZAC participe activement aux préparatifs de ce projet-là. En fait, la COMZAC va financer une énorme partie de la réalisation de l'espace éphémère. Mais avant de le partager auprès de tous les commerçants du centre-ville, je voulais m'assurer qu'il y avait que les probabilités qu'on puisse aller de l'avant seraient en notre faveur. Je ne voulais pas lancer un projet et qu'après ça, la ballonne se dessouffle en disant ben on rencontre des obstacles qu'on est obligé de laisser tomber ça. Je pense que je ne voulais pas avoir de donner une impression parce qu'on reconnaît la situation que les commerçants vivent. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui se le cache. Je souhaite être capable de démontrer qu'on est derrière eux, qu'on les appuie, qu'on les encourage, qu'on va faire ce qu'on peut faire pour ramener l'achalandage au centre-ville. Mais avant de le faire, je dois m'assurer que les probabilités qu'on puisse les réaliser soient bonnes, évidemment. Je souhaitais être capable de dire la ville est derrière le projet, la ville s'engage effectivement à revitaliser certains espaces et certains projets du centre-ville et de lui donner un deuxième souffle ou un premier souffle, en fait, là, parce qu'ils en manquent pas mal de ce temps-ci, mais lui donner espoir qu'on est là, on est conscient de ce qu'ils vivent, qu'on va y contribuer. Fait que, éventuellement, lorsque j'aurai une semi-confirmation que les projets qu'on propose puissent aller de l'avant, je vais partager avec tous les membres de la COMZAC, parce qu'on a une centaine de membres commerçants au centre-ville, et j'ai la base de données de courriel de tous ces gens-là. On aura la chance à ce moment-là de dire, regardez ce qu'on est en train de mettre en place pour les encourager, pour les impliquer même dans le processus, parce que j'aimerais ça que certains commerçants puissent utiliser ces espaces-là. Exemple, on aimerait permettre à des commerçants de pouvoir utiliser l'espace éphémère et venir faire connaître leur entreprise. Ça peut être
il y a multiples idées où on peut intégrer les commerçants à être mis en valeur dans le cadre des espaces qu'on veut mettre de l'avant. Mais oui, la Comzac est impliquée dans le processus, elle est impliquée financièrement et les membres seront mis à jour ou on sera en mesure de lui confirmer qu'on est vraiment en train de réaliser des changements pour venir supporter la situation du centre-ville. Alors, M. Serrois, on peut appeler ça dans un sens un rapport préliminaire. Oui, en fait, à la base, on vous propose des projets. À la base, ce qu'on souhaite, c'est que la municipalité reconnaisse la nécessité de revitaliser ce secteur-là et qu'après ça, on peut revoir ensemble chacun des projets, déterminer lesquels ont le plus d'impact, lesquels sont les plus réalistes selon les capacités financières. Personnellement, moi, je suis prêt à collaborer, aller chercher du financement privé, chercher des commanditaires. Je suis capable sur le terrain d'aider financièrement au projet. Ce qu'on est en train de faire justement avec l'espace éphémère. Dans ce cas ici, là, pour votre information, on a tout l'ameublement, les bancs, les tables de pique-nique, les chaises Adirondack, tout l'ameublement. On est rendu en matériaux là, autour de 12-13 000 $ juste en matériaux. Mais le Collège de la Cité collégiale va à ses propres frais, dans le cadre de leur programme, tout faire l'inventaire des meubles qui vont se retrouver là. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de trouver du financement pour aider à diminuer les coûts. Mais sur le terrain, je suis là pour aider la municipalité à avancer et d'aider financièrement. Exemple, les placettes, les espaces de stationnement utilisés pour en faire des bancs. On pourrait facilement faire commanditer ces espaces-là, d'aller chercher des gens d'affaires qui seraient prêts à mettre le nom sur ces espaces-là et diminuer encore une fois les coûts. Donc, ce que moi je propose et je m'engage à faire, c'est d'aider de mon côté, aller chercher du financement additionnel pour venir supporter la réalisation de ces projets-là, justement. Monsieur Beau, vous aviez une question ou un commentaire? Oui, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de parking sur l'autre côté, au-dessus de 100 stationnements. Alors, c'est pas un problème où qu'on voulait faire ça. Ce n'était même pas du parking, c'était un terrain vert à un point. Alors, c'est juste c'est pas un dossier qui va affecter sur le côté-là. Pour le BIA, c'est quelque chose qu'on voulait faire, ça fait longtemps qu'on veut travailler. On a le support de tellement de personnes, c'est vraiment excitant de voir quelque chose qui peut arriver, malgré qu'on nous manque tellement de marchands sur la Grande Rue. J'espère que ça va nous faire partir l'affaire avec le COVID, si ça peut, le système de vaccination, si le plus vite que ça peut être fait pour qu'on puisse retourner. Ils disent que l'économie va revenir fort après. Alors, j'espère qu'on sera prêt avec ce groupe d'investisseurs pour faire quelque chose de bien sur la Grande Rue. Je suis très excité là-dessus. C'est très bien. Merci. Merci. Monsieur Cabot, est-ce que vous aviez des commentaires? Votre micro? Oui, je sais, c'est ça que je cherchais. Oui, bonjour, M. Serrois, M. Legault, Mme Marquet. Oui, j'aime bien le projet, il a de l'air beau. La seule inquiétude que j'ai, c'est comment que vous allez diriger le trafic sur la Grande Rue, parce que d'après les plans, j'ai vu que vous preniez pas mal de place sur la Grande Rue. C'est ça que je ne comprenais pas, là. Écoutez, pour l'espace éphémère, l'espace qui est en avant de la plaza, là, au 179, dans notre cas ici, on se rend jusqu'au trottoir, on ne touche pas à la rue du tout. Pour ce qui est des placettes là, qui sont des espaces de stationnement réaménagés pour accueillir des gens, ça, on en proposait, nous, 2 pour cette année et 2 pour l'an prochain. Donc, c'est 4 espaces de stationnement seulement là, qui seraient proposés pour offrir la présence des gens là, au centre-ville. OK, merci. Et puis, mais sur l'autre projet après, là, vos plans, là, ils montreraient-tu juste pour ces 2 places-là ou parce que d'après que j'ai pu voir, je me demandais s'il y avait un autre suivi après ça sur la Grande Rue.
En fait, il y a, je suis juste assis de m'assurer que je comprends bien votre question. Là, c'est est-ce qu'on parle essentiellement au niveau des placettes ou des autres projets aussi qui sont proposés au niveau du centre-ville? Oui, les autres projets qui sont proposés après oui. là. En fait, dans les projets qui sont proposés, on a mentionné tout à l'heure l'importance d'emmener du verdissement au centre-ville. Donc, on veut créer des incitatifs pour permettre, il y a tout l'aspect des arbres, évidemment, sur la rue qui sont dus pour être changés depuis plusieurs années, puis à un moment donné, il va falloir qu'on passe à l'action. Donc, ça fait partie des améliorations qui sont proposées. Tout le long du boulevard du Chenail, si vous partez de l'intersection de la rue McGill et de la rue principale et vous en allez vers le pont, tout le long du boulevard du Chenail, sur votre droite, il y a là un terre-plein sur presque toute la longueur, aller pratiquement jusqu'à la place des Pionniers. On propose là aussi d'aménager des arbres tout le long qui viendraient créer un effet justement là de... Vous savez que le verdissement vient créer un effet de richesse, de bien-être et ça change complètement un environnement. Le centre-ville actuellement a trop d'îlots de chaleur. Il faut créer de l'ombrage. Même au niveau de certains stationnements, on propose, on va en parler avec les propriétaires au niveau du secteur privé, que ces gens-là qui ont des grands espaces de stationnement qui puissent intégrer à ça. Et vous avez des photos à la fin de la présentation qui donnent un exemple. Dans ce cas-ci, c'est en face du Vidéozone. Ça vous donne un exemple de comment un stationnement peut être réaménagé avec de la verdure et qui vient enlever cet effet de chaleur-là. On parle aussi de l'importance de l'art urbain. L'art urbain, là, il ne faut pas se cacher, c'est juste d'avoir des attraits pour les citoyens, les résidents, les touristes qui sont de passage. Donc, encore une fois, que ce soit, on aimerait ça pouvoir, pour les bâtisses qui sont historiques au centre-ville, pouvoir mettre des enseignes qui précisent quelle est l'histoire de cette maison-là et que pour des gens qui sont de passage et même pour les résidents, d'être capable de voir quelle est l'histoire, à quoi ont servi ces maisons-là. Certains sont de vieux hôpitaux qui ont été rénovés en logement aujourd'hui, mais qui ont déjà été des hôpitaux à l'époque. On aimerait ça faire un circuit comme ça, historique de ces propriétés-là. On aimerait ça mettre aussi, puis écoutez, je peux vous en jaser parce que je suis emballé des changements et de l'effet qu'on peut créer avec les projets, mais il y a aussi le long du boulevard du Chenail, encore une fois, non pas du côté des arbres, mais de l'autre côté, plus du côté nord, de faire un corridor avec des expositions de photos, des grandes photos qui seraient sur des poteaux, un peu comme sur l'écran. Je ne sais pas si vous avez toujours le même écran que moi, mais on voit sur l'écran en bas à droite un exemple d'œuvres qui sont présentées. Et en circulant sur la rue, on pourrait voir comme ça 5-6 œuvres photographiques qui seraient présentées. Encore une fois, c'est juste de démontrer aux gens qui sont de passage qu'on est une ville qui est proactive, qui est dynamique, qui est innovante, et donner le goût aux gens de dire « Hey, Hawkesbury, ça semble être une référence » et d'être capable de devenir un pôle de développement avec ces projets-là, justement. OK, c'est bon. Oui, je vous remercie parce que, oui, en développant la rue du Chenail, ça va comme inciter le monde à venir sa grande rue avec en même temps. Merci beaucoup, M. Sirois. Monsieur Chamaillard, est-ce que vous avez des commentaires? Oui. Disons, tout ce qui a été dit, là, je suis pour à 100%. La seule affaire, c'est que j'aimerais ça, qu'à mesure qu'il y a des décisions qui se fassent, que nous autres, le Conseil, on soit tenus, qu'on sache ce qui se passe. Puis de là, après ça, s'il faut voter toutes les fois, on se rencontrera plus souvent, puis je pense que ça sera un plus pour la ville. Puis il faut pas retourner en arrière, parce que c'est la rue principale, avant ça, il y avait 3 théâtres, là, il y en a pas plus en tout. Ça attirait du monde. C'est un peu ça qu'il faut regarder. Peut-être que nous autres, comme ville, on devrait avoir peut-être pour quelqu'un un nouveau commerce qui s'en vient. La première année, on devrait peut-être leur donner un rabat de taxes ou je ne sais pas comment ce qu'on peut faire. Si la personne a signe pour 5 ans, je sais que c'est difficile de faire ça, mais ça peut se faire. C'est un peu ça qui est mon idée. Merci. Ben, au plaisir. Je juste... on va écouter le téléphone qui sonne. Hein? Oui, c'est ça. Je veux tout simplement faire une petite... tout simplement indiquer qu'en Ontario, on ne peut pas donner des rabais de taxes. Par contre, on a le plan d'amélioration communautaire qui offre certains incitatifs. Moi, je tiens à vous remercier de votre présentation. J'admets que
je suis vraiment impressionnée de ce qui a été présenté. Je pense que, selon ce que Mme Arcan mentionne, c'est que vous recherchez au moins, si pas un engagement financier, au moins à ce moment-ci, un engagement moral de soutenir ce plan préliminaire. Et comme M. Chamaillard l'a mentionné, c'est de revenir à répétition au Conseil pour s'assurer que vous vous enlignez dans la bonne direction, que tous les règlements sont respectés, parce que nécessairement, on ne voudrait pas que vous travailliez sur des projets qui, par la suite, on réalise que la Ville n'est pas en position de vous donner un accord ou son aval. Alors, j'ai vu que M. Paquette avait sa main levée. Alors, M. Paquette, je vais vous laisser la parole. Merci, Mme la maire. J'avais pas tout à fait fini tantôt, mais c'est pas grave, c'est bien. Là, je regarde tout ça au complet, c'est que la municipalité va donner 31 000 et la Comsac 5 000, mais par contre, la Comsac s'occupe uniquement comme seul partenaire dans l'espace éphémère, à 10 000 si je regarde le plan. J'ai juste une petite contrainte en quelque part. C'est au niveau des lumières de Noël pour le projet 2021. Je regarde que la Comsac va ajouter un 5 000 pour les lumières de Noël et la Ville 10 000. Mais par contre, dans le budget de la BIA, il y a juste 1 000 de budgété pour l'année 2021. Madame Dussault, je pense qu'elle a sa main levée. Juste pour dire, la Ville, on n'a pas de planifié. C'est sûr, comme l'année dernière, on a pu aider, mais cette année, ça ne fait pas partie des projets. C'est sûr qu'il est encore tôt, donc je suis optimiste. Si vous me dites que vous en avez besoin, on va regarder. On vient d'adopter le budget, mais il n'y a pas 5 000 de lumière. OK. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la présentation qui a été faite aujourd'hui, je ne pense pas qu'on s'attend à ce que tout ça soit fait en 2021. Je pense que M. Sirois a tout simplement indiqué des montants d'argent qui sont potentiellement requis pour réaliser le projet, mais ça veut dire, mais comme M. Sirois a dit, peut-être qu'il y a des choses qui vont se réaliser en 2022, il y en a, ça va être 2023, 2024, 2025, donc ce n'est pas un projet qui va tout se réaliser en même temps. Et à moins que je fasse erreur, est-ce que je fais erreur, M. Sirois? Non, effectivement. Puis, si je peux me permettre de rajouter brièvement, ce projet-là, au niveau de l'illumination du centre-ville, a évolué depuis, parce que ce rapport-là a été fait au mois d'octobre dernier. Actuellement, on est à regarder davantage un spectacle son et lumière au centre-ville. Vous savez, comme des maisons dont le jeu de lumière est synchronisé avec de la musique. Je travaille actuellement avec un spécialiste du domaine qui a fait ça dans la région. Et on regarde à pouvoir implanter ça au niveau du centre-ville. On pourrait, pendant une période de probablement quelque chose comme 4 mois, parce qu'on peut jouer même sur la couleur des lumières. Donc, ça peut être dans le cadre de l'automne, de l'Halloween, ou temps des fêtes, ou peu importe. Et j'ai même déjà parlé avec Desjardins pour commenter une application qui financerait le fait que les gens pourraient activer et entendre la musique en se promenant sur la rue principale. Actuellement, le projet a évolué depuis que j'ai préparé ce rapport-là. OK. Donc, essentiellement, si on fait un genre de conclusion, c'est que ce que vous recherchez, c'est grosso modo un engagement de la Ville de Hawkesbury de, disons, prioriser le centre-ville. À ce moment-ci, nous sommes dans un comité plénier, alors nous ne pouvons pas passer des résolutions, mais nous pourrions, à la prochaine réunion, si c'est la volonté du Conseil, d'adopter
un genre d'engagement similaire à ce que vous avez écrit. Et on se comprend tous que ce plan-là, c'est quelque chose qui va se faire au cours de plusieurs années, puis qui va évoluer avec les années. Je pense, M. Paquette, vous aviez une autre question? Oui, oui, puis je suis entièrement d'accord pour l'engagement, j'ai aucun problème. C'est juste que quand on regarde la présentation, ça va jusqu'en 2023, puis peut-être un peu plus loin, là, si je descends. Là. Moi, je pense que le conseil actuel, son mandat finit en 2022, le 1er décembre 2022. Il ne faudrait pas engager le conseil de 2023 dans ça, parce qu'on ne sait pas c'est qui va être là. On ne sait pas ça va être quoi leur vision. Donc, je pense que le conseil actuel pourrait s'engager pour 2021 et 2022. Et pas engager les conseils futurs dans quelque chose qu'on ne sait pas leur vision. Oui, je comprends, M. Paquette. Je pense que vous avez raison là-dedans. Sûrement que l'équipe Vive Hawkesbury va devoir revenir au conseil lorsqu'il y aura un nouveau conseil et de leur faire part de leurs idées, de qu'est-ce qu'ils proposent, de leurs recommandations. Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que l'idée derrière Vive Hawkesbury, c'était vraiment de faire des recommandations au conseil et que s'assurer que tout est fait dans la règle d'or et que certainement, ils vont avoir le besoin de revenir à plusieurs reprises au conseil pour justement leur dire, bon, écoutez, cette année, on est capable, on a de l'argent pour faire telle chose, voici ce qui va être fait, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut en discuter avec votre urbaniste? Est-ce qu'on peut en discuter avec votre chef de bâtiment? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'aide pour quelqu'un pour nous guider? Alors, ils vont revenir, je pense, à plusieurs reprises. À ce moment-ci, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment... Ils veulent un petit mot d'encouragement, dire est-ce que vous êtes derrière ce projet-là ou ça ne vous intéresse pas du tout? Parce que si on n'a pas d'intérêt à aller d'avant au niveau de la revitalisation, il faudrait leur dire parce qu'eux autres, ils vont mettre leurs énergies ailleurs. Alors, pour être capable de les motiver, c'est pourquoi qu'ils nous demandent un engagement. Je n'ai pas de trouble avec ça, madame, aucun problème. OK. Alors, essentiellement, je pense qu'on peut dire que le conseil reçoit de façon positive cette présentation, que le conseil va formuler un genre d'engagement pour la prochaine réunion. Et aussi, toujours en gardant l'optique que c'est pour 2021 et 2022 et que par la suite, Vive Hawkesbury devra revenir au conseil qui sera là à ce moment pour refaire la présentation parce que c'est certain qu'il va y avoir certains des projets qui vont avoir peut-être changé ou évolué dépendamment des règlements de zonage, etc. Donc, moi, je veux tout simplement remercier tous les gens qui ont participé à l'élaboration de ce rapport et je vous encourage à continuer et à la prochaine réunion, j'aimerais bien que l'on soit en position de vous donner un engagement moral de pouvoir supporter cette initiative. Est-ce que le conseil est d'accord avec ça? Oui? Oui? Oui, Madame le maire. OK, merci. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais remercier M. Jean Sirois qui s'occupe de guider tous ces gens-là et les partenaires qui aident dans ce projet-là, ainsi que M. Bruno Lecault, qui démontre sa fierté pour Hawkesbury, comme qu'il y en a qui en ont beaucoup. Et Mme Caroline Arcan, qui est donc le Centre de services à l'emploi est partenaire dans cette initiative-là,
pour vous aussi vous dire que le Conseil reçoit positivement votre rapport intérimaire et voit positivement les projets. Mais par contre, on vous encourage de revenir à répétition devant le Conseil pour venir nous garder à jour avec certains des projets que vous croyez qui peuvent être actualisés en 2021, sans compter évidemment pour un apport financier de la Ville pour 2021, comme notre budget a déjà été accepté. Mais peut-être qu'on peut regarder à quelque chose pour 2022. Est-ce que ça vous va? Moi, personnellement, ça me va. Je ne vais pas parler au nom de Bruno ou de Jean, mais j'apprécie beaucoup, en tout cas, l'ouverture du Conseil de ville de Hawkesbury. Puis je vois ça aussi comme, moi, je ne vois pas une division entre le Conseil et les membres qui s'occupent du projet Vive Hawkesbury. Je vois que c'est un projet qui est collectif, c'est un projet qui est bénéfique pour la ville. Et puis d'entendre qu'il y a un engagement de la part du Conseil, ça vient nous dire que c'est un beau travail qui va se faire tout le monde ensemble. Puis si l'aspect financier, si les dollars ne sont pas là, comme Mme Dussault a mentionné tantôt, pour moi, je ne vois pas ça du tout comme un empêchement parce qu'il y a d'autres sources pour aller chercher du financement. Mais tant et aussi longtemps que le Conseil de ville actuel, puis on espère le futur aussi, va être supportant de ça, bien, je pense que c'est gagnant. Alors, un gros merci à vous tous. Merci beaucoup, Mme Arcan. Alors, M. Sirois, je vous donne le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie effectivement de votre écoute. J'aurais eu du plaisir à passer 3 heures à discuter des projets. Je les assimile et je ne suis qu'excité de voir ce que ça peut apporter au niveau du développement de la ville. Il faut dire que les interventions qu'on propose ont tous une raison d'être, ils ont tous un impact au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'économie, au niveau de la prospérité de la ville. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que ce pas des projets qui sont esthétiques, mais c'est des projets qui ont un impact sérieux pour le développement de la ville. J'ai toujours utilisé le proverbe des agriculteurs. Il faut semer si un jour on veut récolter. Donc, j'espère sincèrement que ce qu'on est en train de préparer sur le terrain, on pourra dire en tant qu'équipe, vous incluant le Conseil, dans 10 ans, dans 15 ans, on était à la base de créer ce renouveau-là de la ville et ce sera une fierté de dire qu'on a fait une différence. Là. Merci. Merci beaucoup, M. Sirois. Alors, à ce moment-ci, ceci termine votre présentation et je suis d'accord avec Mme Arcan de dire que c'est un projet collectif. C'est pas le Conseil est ici, la Ville est là, les citoyens sont ici, Vive Hawkesbury est là. C'est vraiment un projet collectif. Puis, on veut que tout le monde participe à ce projet-là parce qu'en bout de piste, c'est nous autres qui allons en profiter aussi. Alors, je remercie tout le monde et tout le travail qui a été mis dans cette présentation-là. Et j'espère que nous allons nous revoir très bientôt pour que vous puissiez peut-être nous expliquer qu'est-ce qui s'en vient, comment vous allez le faire, et venir en discuter avec le Conseil pour que si le Conseil a des inquiétudes, que vous soyez en mesure de répondre à ces inquiétudes-là avant d'être trop avancé dans vos projets, parce qu'on voudrait pas que vous pensiez qu'on vous mette des bâtons dans les roues. C'est juste qu'on veut juste s'assurer que tout le monde suit bien les procédures et les règlements. Alors, à ce moment-ci, nous allons passer à l'article 5 de l'ordre du jour, qui sont les sujets des membres du Conseil. Alors, l'item 5.1, c'est le budget de la COMZAC, la Commission de la zone d'administration commerciale de Hawkesbury. C'est un sujet qui est apporté par M. Paquette. Alors, M. Paquette, je vous laisse la parole.
Merci, Mme la maire. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions via un appel téléphonique avec M. Bogue. Je me questionnais un peu à savoir exactement c'était quoi vraiment les argents qui sont là. Le rôle de la BIA, M. Bogue m'a répondu brièvement. Pour être bien honnête avec vous tous, j'ai posé la question à plusieurs personnes dans mon premier terme et je l'ai posé d'ailleurs à certaines personnes dans le deuxième terme. J'ai jamais eu vraiment le juste de personne, à savoir c'est quoi le vrai rôle de la BIA. Un me dit une affaire, un autre me dit une autre affaire. L'un me dit c'est la responsabilité de la BIA de mettre les lumières de Noël. L'autre me dit non. Je sais vraiment plus où aller puis qui croire. C'est malheureux, là, parce que je suis vraiment plus... La Ville s'est fait blâmer pour les lumières de Noël sur la Maine cette année, comme quoi que la Ville n'avait rien fait. Certaines personnes me disent que c'est la responsabilité de la Ville, et d'autres personnes me disent que c'est la responsabilité de la BIA. Je regarde le budget de la BIA. Si c'est la BIA, je ne sais pas. Si c'est la BIA qui est responsable des lumières de Noël, il y a juste 1 000 $. J'ai plus de décorations que ça en avant de chez nous. Ça n'a aucun sens. Ça fait moi, je regarde. C'est quoi le rôle de la BIA? Le BIA a un peu d'argent dans un investissement. Je ne mentionnerai pas les chiffres parce que si le BIA veut les dévoiler, il les dévoilera. Ce n'est pas à moi de les dévoiler. Mais par contre, je regarde ça et je dis, ben, c'est un bon budget. Ça a de l'allure, c'est correct. La BIA va injecter de l'argent sur le projet éphémère et autres. Et elle injecte de l'argent aussi, 15 000 pour aider avec M. Sirois. C'est tout bien, c'est tout correct. Mais par contre, ça ne dit pas le rôle de la BIA sur la rue même. OK. Monsieur... Il doit y avoir quelque chose d'écrit en quelque part qui peut me dire vraiment c'est quoi le rôle de la BIA. OK. Monsieur Paquette, si je peux peut-être, juste avant donner la parole à Monsieur Bogue, il y a un document sur les COMSAC ou les BIA, Business Improvement Association, qui provient du ministère du logement, Monsieur Lefebvre, c'est ça? Oui, des affaires municipales et logement. Exactement. Alors, il y a un guide qui vous indique quel est le rôle de la BIA et en plus, il y a un règlement de la municipalité de Hawkesbury qui indique quel est le rôle de la BIA. Et je ne veux pas enlever les mots à M. Bogue, mais grosso modo, c'est que la BIA n'a pas effectivement des responsabilités spécifiques, mais elle aide à amplifier ou aider certaines des responsabilités, si je peux dire, de la Ville. Exemple, initialement, c'est moralement, parce qu'on ne peut pas dire que c'est absolument nécessaire, mais moralement, la Ville de Hawkesbury va mettre des décorations de Noël. Bon, si la Ville de Hawkesbury décide qu'ils veulent en mettre plus sur la rue principale, puis qu'ils voudraient une contribution de la COMSAC, ben ils se mettent ensemble, puis ils en discutent, puis la COMSAC regarde son budget, puis dit, ben OK, on va pouvoir vous aider à faire ça. Donc, c'est que la COMSAC, c'est quelque chose qui est fait en surplus de ce que la Ville fait dans un territoire géographique. Alors, je vais laisser la parole à M. Bogue parce qu'étant donné qu'il est membre de la COMSAC, il peut peut-être vous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. M. Bogue? Merci. Juste pour la décoration de Noël, je veux juste te dire que c'est des ajouts tous les ans. Alors, si tu mets 1000 pièces chaque année, ça fait beaucoup de sous. Mais oui, on est à un stage de regarder à faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Ben, on ne l'a pas fait encore cette année. Mais le BIA, dans le fin fond, on est là pour supporter la Ville.
On n'a pas de pouvoir comme tel, mais on a un pouvoir de leeway, d'accès. Alors, qui veut dire que on est là pour aider le centre-ville en particulier parce qu'on a des besoins différents des payeurs de taxes. On essaie de faire quelque chose de beau, de quelque chose d'agréable pour la population. Avant le BIA, les décorations, il y en avait beaucoup sa grande rue qui était payée complètement par la ville. Puis, à travers des années, on a pris beaucoup de là-dessus, mais les BIA, ils varient de place en place parce que il y a des BIA que le budget, c'est quasiment rien que du marketing. Rien que du marketing pour faire rentrer du monde chez nous. OK? Alors, ça, c'est leur façon de le regarder. Puis ils ne font pas de décoration, ils ne font pas rien de d'autre. Alors, c'est à nous autres, le BIA, de décider où qu'on veut mettre notre énergie. Puis pour supporter la ville, c'est toujours pour supporter la ville et ses membres dans sa région. Qu'est-ce qu'on a fait 1000 piastres cette année? Ben, si on avait regardé ça, s'il reste de l'argent après, puis on a une décision à faire de faire quelque chose de mieux, on est vraiment ouvert. Puis si la ville, ils veulent se mettre avec nous autres pour faire quelque chose d'encore vraiment beau, comme une étoile ou quelque chose, chaque poteau, avec beaucoup de lumière, hey, on serait le premier là à vous supporter, et puis même financement. Alors, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour améliorer, c'est ça que ça s'appelle, et de aider la ville, aider le monde qui paye les taxes. Si on n'aurait pas eu le BIA, puis on aurait eu une association de commerce, on en a déjà eu. Okay? On avait Hawkesbury Business Center ou quelque chose de même, qui était créé par Wilfrid Astley. Puis, ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que faut que tu as une administration à faire là-dessus, tu as de l'argent à ramasser. On demandait 100 piastres par commerçant. Après ça, il fallait qu'on aille chaque année aller chercher le 100 piastres de chaque commerçant. Alors, c'était long, c'était pénible. Puis, le gouvernement provincial sont réveillés puis ont dit « Ah, on devrait faire quelque chose. » Alors, c'est là que le BIA a été créé dans les années 80 par le gouvernement provincial pour mettre les choses faciles pour des associations d'exister, par avoir au moins le pouvoir de lévier, le pouvoir de taxer. Alors, ça garantit qu'on est capable de durer puis de rester là, de stabiliser pour être stable. Puis deuxièmement, avec une stabilisation de monde qui est stable, on est capable d'aller chercher de l'argent du provincial et du fédéral pour aider à faire quelque chose de bien pour la Grande Rue. Alors, on l'a déjà fait, on en a fait beaucoup. Les dernières années, là, on vient de faire une couple de choses à la Grande Rue pour le faire paraître mieux avec les décors dans les vitres des magasins vacants. C'est quelque chose qu'on travaille dessus, ça fait au-dessus de 3 ans pour avoir la permission de le faire et tout à travers les propriétaires des bâtisses. Ça prend du temps, puis on avance tranquillement, mais on est là pour supporter la ville, de supporter la Grande Rue. C'est-tu un peu mieux? Ça donne-tu un peu une idée? C'est juste que quand j'ai fait des recherches, moi, j'aurais jamais pensé dans 100 ans que ce document-là serait dans les logements. Qui va trouver ça? Ben, vous m'avez dit que ça faisait partie du ministère des Logements. Oui. Qui aurait pensé ça? Que ça, c'est provincial, Yves. C'est provincial qui dit ou qu'est-ce qu'ils font. C'est pas nous autres. Là. Non, je ne blâme pas personne non plus, M. Beau. Je veux juste dire, qui aurait pensé à regarder là-dedans pour avoir un document de la BIA? C'est comme... La BIA... C'est une autre histoire, ça, là, mais... Ben, Monsieur Lefebvre aurait pu vous le dire. Vous avez juste à peine de me poser la question. Disons que c'est justement ça. Poser la question. Et tout simplement, c'est seulement un guide que le ministère des Affaires et de Logement a émis
pour donner la direction à des COMZAC, des Business Improvement Areas, comme conseil. Alors, c'est strictement un guide, une politique, mais c'est pas statutaire comme tel, à part que le règlement du conseil qui l'avait établi et qui donne l'autorité de taxer les gens qui font partie de l'intérieur de la COMZAC. C'est tout. Alors, c'est normal puis je suis bien d'accord qu'on travaille en pair avec le COMZAC parce que, comme j'ai mentionné tantôt, les gens qui se trouvent sur la grande rue, les commerçants, sont des payeurs de taxes, puis ils amènent de l'emploi, ils amènent de la vie au centre-ville, puis c'est ça qu'on a besoin de faire. Et si ceux comme M. Paquette a parlé des décorations, je sais, M. Bourg a mentionné c'est des ajouts, mais si on regarde au décembre 2020, il n'y a pas eu vraiment d'ajouts, il y a juste eu des lumières entourées des poteaux, les couronnes n'étaient pas là, n'importe quoi, et c'était installé, je pense, vers la deuxième ou la fin de la deuxième semaine de décembre. Alors, normalement, c'était toujours au début du mois de décembre qu'on avait ces décorations-là pour la parade de Noël, que bien entendu, on n'a pas eu cette année. Mais encore plus, cette année, 2021, je présume que beaucoup de consignes vont être relaxées et même peut-être retirées. On va voir, mais je pense vraiment qu'il faut mettre l'emphase pour 2021 pour être prêt. Comme M. Bourg a dit, puis M. Paquette, c'est important d'être prêt le plus tôt possible. Merci. Oui, mais M. Lefebvre, si vous parlez des décors de Noël pour 2021, Mme Dussault vient tout juste de dire qu'il n'y a pas d'argent au budget pour des décorations de Noël et la BIA ont 1 000 $ et les lumières qui ont été installées, si je ne me trompe pas, ce sont des lumières qui appartenaient à la BIA. Donc, on ne peut pas s'attendre que pour 2021, on va avoir des décorations de Noël hors de qu'est-ce que c'est qu'on a eu en ce moment. Non, mais on avait dans le passé les couronnes et tout, et qui avaient été réparées, je pense, même par les employés du département des loisirs. Je ne suis pas sûr, mais cette année, on ne les avait pas quand même. Non, mais parce qu'ils sont finis, essentiellement. Bien, c'est ça qu'on ne sait pas non plus, c'est sûr. Mais pour ce qui concerne les décorations de Noël, là, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait apporter tôt ou tard, peut-être dans le mois d'août, mois de septembre, commencer à en discuter. Parce qu'on ne peut pas avoir des affaires là, qui ressemblent à ça tout le temps. Là. Ah, mais M. Paquette. Cette année, c'était plus que piteux, ça. Là. M. Paquette, si vous voulez avoir des décorations de Noël, là, il va falloir que vous l'amenez au conseil au mois de février, parce que pour faire vos commandes puis avoir votre matériel livré, puis vos idées de fait, il faut commencer à en parler tout de suite. Pas attendre au mois d'août, c'est trop tard. Je veux dire, Mme Dussault, là, elle a fait son gros possible à la dernière minute, puis aussi la COMZAC ont fait leur gros possible à la dernière minute. On ne peut pas leur demander de faire des miracles. Si vous en voulez des décorations de Noël, puis vous pensez que c'est important, on va revoir le budget, on va décider avec la COMZAC puis pour savoir qu'est-ce qu'il y a de disponible, puis combien ça coûte, puis quand est-ce qu'on peut avoir la livraison. Parce que ce n'est pas au mois d'août qu'on fait cette décision-là, il n'y en a pas question. Il faudrait le faire le plus rapidement possible. Alors, c'est à vous autres, les membres du conseil, de décider si vous voulez ramener ce sujet-là au niveau de la prochaine réunion, parce que c'est quelque chose que c'est un item qu'on ne peut pas se prendre à la dernière minute parce qu'il y a trop de décisions à faire. Il y a à savoir si on a les connexions, à savoir si on a l'argent, est-ce qu'on a le personnel, oui. Est-ce qu'on peut avoir la livraison à temps, oui ou non? Madame oui. Dussault? Moi, depuis que je suis directrice générale par intérim depuis juillet, on a parlé souvent je fais des farces avec les arbres parce que c'est sûr que je suis tout le temps contrainte par les budgets, par l'administration. Donc, qu'est-ce que j'entends finalement? C'est qu'on doit revoir peut-être la stratégie de communication avec la BIA, la COMZAC, dans le but, avant le budget, d'établir ça sera quoi les projets? Parce que oui. C'était ma question un petit peu aujourd'hui. Est-ce que le budget que je vois présentement de la COMZAC, des fois, j'ai planifié des choses parce que je le savais. Par exemple, les arbres,
en juillet dernier. Donc là, c'est sûr, j'ai mis de l'argent pour les arbres cette année. Mais est-ce que je comprends, comme par exemple, si je descends, qu'il n'y aura pas de parade de Noël? Parce que c'est l'événementiel. On a mis 4 000 $ dans Halloween, mais Christmas, 0. Donc, c'est un petit peu cet questionnement-là que j'amène, à savoir, est-ce que moi, je dois comprendre que si je veux quelque chose à Noël, qui normalement était comme une parade, je dois tout de suite demander au loisir de dire « Oh, cette année, on est tout seul. » Donc, ma question était plus là par rapport à la Comzac. Je pense que vous avez entièrement d'accord que, excusez-moi, je pense que la Comzac devait préparer leur budget un peu avant le budget de la ville et s'asseoir avec l'administration de la ville pour conclure quels vont être les projets qu'ils veulent faire avancer ou qui peuvent aider la ville à, disons qu'ils peuvent mettre de l'argent additionnel pour aider la ville à faire un projet. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut que les conversations aient lieu avant, parce que sinon, on ne peut pas arriver tout le temps après le budget puis dire, bon, ben on veut ci, on veut ça. Une fois que les budgets sont faits. Alors, si on veut de quoi pour Noël 2021, c'est qu'il faut, malheureusement, oui et non, là, faut se mettre ensemble pour en discuter presque immédiatement. Oui, M. Paquette, allez-y. Oui, puis ça va être fait, je vais le demander à Mme Longtin qu'elle rajoute à la réunion du 22. Puis, OK. Pour l'argent, là, si je regarde le budget actuel que j'ai devant moi, il y a 1 000 $ selon le budget qui était présenté, qui m'a été donné. Mais par contre, si je regarde la présentation de M. Sirois, il y a 5 000 $ de la Comzac. C'est là tantôt que je disais que ça se contredit. J'espère que ça se contredit pour le 5 000 et non pas le 1 000. Mais de toute façon, là, pour la ville, là, si on parle de, mettons, un montant d'argent qui est raisonnable pour des décorations de Noël, là, ça se trouve de l'argent. Il n'y a fort probablement aucune convention que les conseillers vont aller cette année. Il y a fort probablement 1001 choses qui n'arriveront pas avec le conseil cette année dû à la COVID. Donc, un moment donné, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on regarde ça comme il faut, puis ça n'affectera même pas le budget comme tel. On ne parle pas d'1 million, là. Vous avez raison. On a déjà de planifié parce qu'on ne voulait pas que la situation de l'année dernière se reproduise. Donc, dans notre budget d'opération, c'est déjà planifié qu'on doit parler des décorations de Noël ou du moins l'événementiel de Noël. Donc, on ne parle pas seulement des décorations, mais tout ce qui entoure de Noël par rapport à la municipalité. Et puis, Mme Longtin, si vous m'entendez, voulez-vous rajouter pour la réunion du 22 février, s'il vous plaît? Merci. J'ai fini de parler de ça, madame. Oui, je pense que ce serait bien à ce moment-là, lorsqu'on en discutera au mois de février, aussi d'avoir parmi nous les gens responsables de la Comzac pour qu'ils puissent entendre ce que le conseil a à suggérer et peut-être qu'eux aussi ont peut-être des idées. Moi, je ne sais pas, là, mais je pense que ce serait important qu'ils soient invités, au moins pour discuter sur ce sujet-là, parce que vraiment, c'est vraiment un travail collectif. C'est quelque chose qui doit se faire ensemble. J'ai aucun problème, madame. On peut inviter la BIA, M. Corey Astley peut être là aussi, c'est lui financier. Il peut être là, puis on peut en discuter. Moi, je suis ouvert à ça. Moi, je ne veux pas voir une main comme que j'ai vu cette année, là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Piteux. Aucun sens. Ça va, on vous a entendu. OK. Alors, M. Campbell, dernier commentaire et puis ensuite, on va procéder. Oui, moi, je suis bien d'accord avec M. Paquette parce que 5-6 ans passés, j'ai passé sa grande rue, puis il y avait du monde de l'extérieur, il disait « On a une belle grande rue, elle est bien illuminée, puis c'est beau. » Et puis, j'aimerais ça revenir à ce point de vue-là. Là. Merci. OK, très bien. Alors, oui, M. Bogue? Oui. C'était-tu le fun? On avait-tu une belle grande rue? On avait tous les arbres, tous allumés. On les avait allumés du 12 novembre jusqu'au 31 de mars.
avec toutes les lumières allumées sur la Grande Rue, c'était fantastique. Mais malheureusement, on n'était pas équipé pour le faire, en fait, le trottoir et l'équipement et les arbres étaient trop bas et on a eu toutes sortes d'autres affaires, mais on l'a fait pour 3 ans. Puis j'étais tellement excité de le faire, puis j'étais tellement déçu d'avoir la ville me dire non, on ne le fait plus. Alors, c'était très douloureux. Puis les lumières qu'on a eues cette année, qu'on a mis dessus, c'était des lumières qu'on a clamées à notre supplier de lumière parce qu'il y avait tellement de lumière qui étaient endommagées dans la rue par des cube vans puis des choses comme ça qui accrochaient le fil. Alors, c'était quelque chose de sécuritaire qui a empêché. Je ne blâme pas la ville. C'est juste qu'il faudrait que c'était de valeur parce qu'on avait tellement une belle Grande Rue. J'espère un jour on est capable d'avoir quelque chose aussi impressionnant qu'on a eu dans les 3 ou 4 années-là qu'on a eu. Merci. Oh, très bien. Alors, Mme Du, est-ce que vous vouliez rajouter à ça ou on passe au prochain sujet? Vous pouvez passer. OK, merci. Alors, merci pour tous vos commentaires. Je pense que tout le monde abonde dans la même direction. Alors, 5.2, comité ad hoc, sujet apporté par M. Paquette. M. Paquette? Oui, lors d'une réunion, je ne me souviens pas laquelle, mais c'était une réunion plénière. On avait mentionné lors de la présentation de ARD, Alberta Rural Development, on avait mentionné qu'on créerait un comité ad hoc pour discuter de terrain et autres choses pour les logements abordables. Le comité est construit de moi-même, M. Lefebvre et M. Tsoubounakis. Là, j'apporte ça, c'est parce que depuis ce temps-là, je pense que je ne suis pas sûr si vraiment on a besoin d'une résolution pour un comité ad hoc, mais si oui, il faudrait le faire. Puis la raison aussi pour laquelle je l'apporte, c'est à savoir comment est-ce que le Conseil s'attend qu'on va procéder avec ce comité-là. Puis ensuite de ça, c'est quoi les objectifs puis les buts du comité? Comment est-ce que c'est que le comité va se préparer à aider un promoteur ou autre avec les intentions de ARD aussi pour faire la promotion de ça, pour être capable de faire quelque chose? Puis quel genre de projet qui va être plus convenable pour notre ville? C'est des choses que le comité va falloir qu'il se penche. Donc, il faudrait qu'on procède avec des réunions de comité planifiées, avec fort probablement quelqu'un pour prendre des notes aussi, pour qu'on avance. Parce que là, ça fait déjà, je pense, 2 mois, puis on n'a même pas eu une rencontre encore de ce comité-là. Donc, si on ne fait pas de rencontre, on n'avancera pas. C'est soit qu'on avance ou bien non, on ne fait plus rien. C'est pas des options, là. Il faut qu'on se rencontre. Monsieur Paquette, si je peux juste clarifier quelques aspects. D'abord, on avait dit qu'on créerait un comité ad hoc. Pas de problème, on peut passer ça par résolution. Deuxièmement, le comité ad hoc, on a dit qu'on était pour le créer parce que lorsqu'on a eu la présentation sur le logement abordable des gens qui venaient de l'Alberta, ils nous avaient laissé avec une page. Et cette page-là demandait que l'on leur fournisse de l'information. Alors, il s'agissait que le comité ad hoc s'assoie, regarde quelles sont les informations que ce groupe-là avait besoin et d'aller chercher ces informations-là et leur faire parvenir les informations. Alors, ils n'ont pas demandé des choses super grandioses, mais simplement de répondre aux questions qu'ils avaient sur une page. Alors, je pense qu'on peut commencer par ça. Puis, par la suite, comme tout autre comité, des fois, il y a une évolution qui se fait. Alors, commencez par répondre à ces questions-là, puis une fois que vous avez répondu à ces questions-là, puis qu'eux autres, ils vous seront revenus avec peut-être des recommandations ou des questions et des commentaires, ça sera au comité ad hoc de répondre. Le conseil pourra peut-être vous donner d'autres mandats. Ça va dépendre qu'est-ce que ce groupe-là de l'Alberta va avoir besoin. Alors, en ce moment, ils ont tout simplement besoin que l'on leur réponde à leurs questions. Il faut les répondre, puis il faudrait le faire comme bientôt, qu'on commence à se pencher là-dessus. Là.
Bien, écoutez, je pense que peut-être que la prochaine réunion, on peut simplement adopter qu'il y aura un comité ad hoc sur le logement abordable et qui seront les gens présents pour commencer. On pourra peut-être regarder une mini-procédure et attacher avec ça les questions que le groupe de l'Alberta nous ont demandé de leur fournir cette information-là. Et on verra qu'est-ce qui va ressortir de ça. On n'a pas une boule de cristal là, pour savoir tout ce qui va englober ça. Et on va commencer par ça, puis une fois qu'ils auront l'information, on pourra voir où ça va aller. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est vous autres à décider. Correct, c'est juste que je me disais qu'à un moment donné, on n'en parlait même plus à un moment donné. Bien, écoutez, ils sont venus faire la présentation, je pense, ça ne fait pas si longtemps que ça, là. Ça va faire un mois et demi. Non, c'est 19 janvier. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on en parle depuis tellement longtemps. Vous avez totalement raison. On en parle depuis tellement longtemps. On avait dû reporter à cause des problèmes techniques, mais la présentation, elle a été faite le 19 janvier. Et puis oui, cette semaine, avec Mme Lontin au greffe, on se disait, bon, il faut organiser le comité, mais vous avez totalement raison. Il nous faut une recommandation, donc on va l'ajouter. Et ensuite, le comité, il va être réel et reconnu. Et ensuite, on va pouvoir se rencontrer rapidement. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça règle ce sujet-là. Nous allons pouvoir passer au paragraphe lumière de rue. C'est un sujet qui est apporté par M. Campbell. M. Campbell, je vous laisse la parole. Oui, c'est juste une question que j'aimerais poser au conseil. C'est parce que j'ai reçu une couple de coups de téléphone puis les lumières de rue ne marchaient plus. Puis les personnes m'ont dit que ça faisait bien proche un mois qu'ils avaient demandé à M. Lavoie, je pense, à l'hôtel de ville, là, ou à sa secrétaire. Puis dans 3 semaines, il était supposé d'avoir les morceaux pour les réparer. Et puis jusqu'à cette heure, ça n'a pas été fait. C'est pour ça. C'est la seule question que je me demande. Pourquoi que les morceaux ne sont pas rentrés ou que les lumières de rue n'ont pas été réparées? Je vous conseillerais peut-être la prochaine fois de me faire un petit courriel à l'avance. Ça m'aurait fait plaisir de vous répondre. Mais là, présentement, je vais devoir aller chercher l'information. Excusez, Mme Dussault. Non, mais c'est ça. Ça va me faire plaisir. Je n'étais pas au courant de la situation. Donc, non, c'est pas ça. C'est parce que moi, je pensais que je posais la question au prochain meeting à la fin du mois. C'est pour ça. OK, mais pour des choses opérationnelles, n'hésitez pas. Puis, je vais aller chercher l'information. On va vous répondre. Non, juste jeter un œil dessus puis demander pourquoi, là. C'est tout. Merci. D'accord. Alors, ça va. Alors, nous allons passer au paragraphe 6, 6.1, enregistrement des réunions à huis clos. Alors, c'est un sujet qui était apporté par notre greffière, Mme Lontin. Alors, je vais laisser Mme Lontin nous parler brièvement de ce projet. Allez-y, Mme Lontin. Merci, Mme Astley. Je vais juste vous résumer brièvement le document que j'ai soumis concernant l'enregistrement des réunions à huis clos. Présentement, à la ville d'Hawkesbury, on écrit seulement les procès-verbaux des réunions à huis clos. Toutefois, l'Ombudsman de l'Ontario recommande aussi que les municipalités enregistrent, soit par audio ou par vidéo, leurs réunions tant ouvertes que fermées, donc à huis clos. Les enregistrements, c'est des comptes rendus clairs et accessibles, puis ça aide les responsables à ne pas s'écarter des exigences juridiques lors des réunions à huis clos. Donc, ça peut vraiment être utile si jamais il y a des enquêtes par la suite. Pour la ville d'Hawkesbury, ça serait possible de soit enregistrer seulement l'audio d'une réunion avec Teams. Par contre, cette option-là, il faudrait qu'on enregistre d'abord le vidéo, ensuite on télécharge la vidéo, puis on enlève l'audio. Je trouve que cette option, c'est possible. Par contre, ça va nécessiter plus de travail de la part des employés, puis aussi l'achat d'un logiciel. Si c'est une option qui vous intéresse, il va quand même falloir faire plus de recherches. La seconde option qu'on a, ce serait d'enregistrer par vidéo les réunions à huis clos. Donc, comme on fait présentement avec Teams, on enregistre la vidéo, puis ça vient avec la version audio, évidemment. C'est l'option la plus facile, parce qu'avec Teams, ça le fait automatiquement. Donc, il n'y a pas de coût associé supplémentaire à cette option. Puis, pour ce qui est de la rétention des enregistrements,
puisqu'il n'y a aucune obligation légale d'enregistrer les réunions à huis clos, la durée de la rétention des enregistrements peut varier selon la municipalité. Ça serait préférable, selon moi, de les conserver de façon permanente, comme les procès-verbaux écrits. Par contre, ça reste encore à la discrétion de la municipalité de décider. Les enregistrements sont conservés par la greffière à un endroit sécurisé. Puis, ces enregistrements-là pourront être partagés seulement dans le cadre d'une enquête à un enquêteur ou à un avocat ou toute autre personne qui a été autorisée par le conseil municipal de visionner l'enregistrement. Moi, je crois sincèrement qu'il serait bénéfique pour la ville d'Hawkesbury de respecter les recommandations de l'Ombudsman de l'Ontario en enregistrant les réunions à huis clos du conseil municipal. Merci. Avez-vous des questions? Monsieur Lefebvre? Oui, merci, Mme Lontin. Juste un commentaire, peut-être une suggestion concernant l'item numéro 3, partage des enregistrements. Bien entendu, l'enquêteur, l'avocat de la ville, les personnes autorisées par le conseil, mais j'aimerais suggérer peut-être un autre point dans le sens que tous les membres du conseil qui étaient présents à une rencontre à huis clos aient accès au enregistrement pour la simple raison, comme vous le savez, la dernière rencontre à huis clos a duré presque 2 heures. Alors, j'aimerais ça me souvenir de ce que j'ai dit à l'occasion. Alors, je pourrais suggérer que tous les membres du conseil qui étaient présents à la rencontre, je ne parle pas des personnes qui se sont retirées parce qu'il n'y a pas de droit ou accès à l'information, mais au moins les membres du conseil qui sont présents à la huis clos aient accès à l'enregistrement. Merci. Bon point, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Lontin, je voulais juste savoir, est-ce que si on va d'avant avec vidéo et audio, est-ce que vous devez tout de même prendre les minutes? Oui, parce que légalement, dans la loi sur une municipalité, c'est ça qu'on doit conserver, là, les notes sans commentaire. Donc, oui. La version officielle serait quand même les minutes, comme on dit. OK. Juste une autre question, parce que je ne connais pas toute la technologie. C'est si, par hasard, on a un huis clos, puis on a 3 sujets dans un huis clos. Alors, comment est-ce que vous y prenez pour sortir juste la partie sectionnée, juste la partie que disons, un avocat demande d'avoir, disons, la vidéo sur telle section. Alors, il y a eu 1, 2, 3 sections. Comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Peut-être que Yvan Ruel pourrait nous aider à ce moment-là. Il connaît un peu plus les logiciels de communication. Mais oui, c'est une bonne question parce que l'enregistrement, je la ferai dans l'entièreté pendant toute la rencontre avec Teams, c'est ce qui me permet de faire. Puis, si jamais on a la demande d'un avocat ou d'un enquêteur, à ce moment-là, il va falloir réduire la vidéo pour leur donner seulement que la partie concernée. OK. Est-ce que vous avez eu la chance de communiquer avec d'autres municipalités pour savoir quelle sorte de règlements qu'ils avaient passés? Puis leur cédule de rétention, puis comment eux fonctionnent justement? Est-ce que c'est juste vidéo, audio ou je ne sais pas? Ben, oui, j'avais demandé aux greffiers-greffières de la région de Prescott-Russell et aucune autre municipalité le font. Par contre, Mme Cadieux, qui travaillait avant à Alfred Plantagenet, m'a indiqué qu'elle le faisait quand elle était là. Puis elle conservait comme les procès-verbaux, donc permanents. Par contre, j'ai aussi vu que certaines municipalités conservent seulement pour 1 an leur enregistrement vidéo, ce que je trouvais personnellement très court. Mm-hmm. Oui, j'avais lu à un endroit que c'était 1 an seulement, puis je suis d'avis avec vous que c'est très court. J'aimerais bien que l'on puisse peut-être faire un petit peu plus de recherche comme au niveau technique, juste pour nous informer comme comment est-ce qu'on sectionne des vidéos et comment on les remet à quelqu'un
est-ce qu'il y a des frais rattachés à ça? Parce que est-ce que ça demande du travail supplémentaire? Je suis pas une technicienne, alors c'est pas mon expertise, puis je peux pas vous dire comment on y fait. Si ça demande du travail de surplus, est-ce qu'il y a des frais rattachés à ça? J'ai aucune idée. Alors, si c'était possible que vous pouviez peut-être... oui, je vais vous laisser parler. Peut-être vous aviez la réponse. Oui, donc M. Ruel m'indique qu'avec Adobe Premiere, qu'on a déjà, donc M. Yvan a déjà ce programme, c'est très possible de le faire. Puis, je pense qu'on ne devrait pas s'inquiéter nécessairement pour ça parce que c'est vraiment sur la demande d'un avocat ou d'un enquêteur qui, on l'espère, ça n'arrivera pas à chaque réunion non plus. Puis, oui, si vous voulez plus d'informations, par contre, sur le processus, c'est sûr, je pourrais vous présenter ça à une prochaine rencontre. Mais selon moi, je ne pense pas que c'est très, très compliqué à faire. OK. Je vous remercie beaucoup pour l'information. C'est bien apprécié. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que Mme Longtin continue ses recherches pour peut-être nous apporter une recommandation plus approfondie? Oui, M. Paquet? Oui, absolument, Mme Ashley. C'est un sujet que j'avais apporté ça dans le passé, puis Mme Groux avait commencé à travailler sur ça, puis Mme Longtin, merci beaucoup pour le beau travail accompli. Je pense que c'est important qu'on suive les recommandations de l'Ombudsman. Et puis, en ce qui concerne pour la séparation des vidéos, oui, c'est une très bonne question. Comment on fait? Mais je suis certain que quelqu'un, à quelque part, peut certainement nous expliquer la façon de procéder pour le faire. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être continué. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être apporté pour être adopté à la prochaine ou la première réunion du mois de mars. Le plus tôt possible, disons. Oui. Merci. Merci beaucoup, M. Paquette. Alors, je pense que Mme Longtin a entendu les commentaires et va procéder là, comme elle doit dans son horaire de travail qui est super chargé. À ce moment-ci, à l'item 7, nous n'avions pas d'autres sujets. L'item 8, nous n'avons pas reçu de période de questions, c'est-à-dire ni de huis clos. Alors, nous sommes à l'ajournement et j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Campbell, appuyé par M. Paquet, tous en faveur. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Bonne journée. Merci à tous. Merci, Mme Longtin. Merci, Mme Dussault. Merci, M. Ruel aussi. On vous voit juste